nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. La France a réinventé le repas gratuit, le free lunch, comme disent les Anglais, pour les entrepreneurs. Je pense que les meilleurs entrepreneurs seraient recrutés du côté des fraudeurs. Si dans ces chocs-là, vous ne faites pas preuve de transparence, vous pouvez mourir à chaque fois. Je ne crois pas aux réussites sans sacrifice. C'est reparti pour un nouvel épisode de 40 nuances de Next. Encore une fois, on va faire découvrir à tous nos auditeurs des parcours inspirants, des parcours des entrepreneurs du Next 40. Et aujourd'hui, Olivier Goy, dirigeant d'October. On va évidemment revenir sur son parcours personnel et professionnel. Et on va parler de l'avenir avec mon compère Olivier Mathieu. Salut Olivier. Bonjour Thomas, bonjour Olivier. On va évidemment avoir un peu de mal à appeler tout le monde Olivier aujourd'hui à travers le micro. Car appelez-moi Olivier aussi. On est avec... Oui, bon, ça sera plus simple, on sera que des Olivier. Je rappelle notamment que c'est la difficulté vient du fait que nous ne sommes pas en studio ensemble, mais qu'on a inventé ce concept de télépodcast pendant le confinement et on le continue après le déconfinement. Donc chacun est chez soi ou à son bureau et on peut parler comme dans un vrai studio, mais on ne se voit pas. Donc ça peut de temps en temps donner quelques petits bugs techniques, mais c'est tout à fait amusant et ludique. Ravi de te recevoir Olivier. Je rappelle Thomas, toi que tu es Merci beaucoup. Bonjour déjà. Bienvenue. Je présentais une seconde Thomas avant de te laisser la parole Olivier. Donc Thomas, tu es le cofondateur de Feuille Blanche et du collectif Les OVNIs. Et pour que les présentations soient complètes, tu es président de The Camp et vice-président de France Digital, entrepreneur et investisseur. Ça tombe bien comme notre invité, je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à vous dire et à nous dire. Olivier, on démarre évidemment avec toi, c'est ton 40 nuances de Next. Ce que je te propose pour démarrer et que les présentations soient complètes, c'est de démarrer par ton pitch. Pitch, oh mon pitch. Alors, si on devait expliquer October à un enfant de 5 ans, ça donnerait quoi ? Alors, October, en enfant de 5 ans, c'est une plateforme de prêt aux PME. C'est-à-dire que notre mission chez October, c'est tout simplement de simplifier la vie des dirigeants de TPE, de PME, voire parfois de TI, quand ils ont besoin d'emprunter de l'argent. On est né en 2014, en octobre 2014. Je crois que vous avez saisi d'où venait le nom October comme ça. Grâce à une loi, en fait, qui a ouvert une brèche dans le monopole bancaire, parce qu'on a la chance de faire un métier qui est assez particulier, mais très réglementé. Et donc, il fallait qu'il y ait une loi qui nous autorise à fonctionner. Voilà, ça, c'est le métier d'October. Ça n'a pas toujours été le nom de l'entreprise. Avant de démarrer en octobre 2014, ça a toujours démarré en octobre 2014, mais avant, c'était Lendix. Exactement. S'il y a une différence entre notre pitch d'aujourd'hui et notre pitch d'il y a 5 ans, c'est qu'il y a 5 ans, on le pitchait à Lendix et pas October. Et effectivement, il y a 5 ans, comme souvent, quand on crée une entreprise, on se pose pas tellement de questions sur le nom, en tout cas pas assez souvent. Et on n'a pas été très original, on faisait du prêt, on a dit tiens, c'est quoi le prêt? C'est Lend. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à Lend pour faire un nom d'entreprise? Le problème, c'est qu'on a été des centaines à penser partout, pareil en Europe. Et quand on a commencé à internationaliser October, ou Lendix, on s'est aperçu qu'en fait on nous confondait tous et que ça devenait compliqué d'exister dans un marché où tout le monde semblait être l'homonyme de l'autre. Donc il a fallu qu'on se distingue et on a pris ce nom October pour le coup qui ne dit pas ce que l'on fait et qui tranche radicalement avec notre activité, mais qui est simple à prononcer, simple à retenir et qui nous aide énormément aujourd'hui alors qu'on opère dans 5 pays. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde cette histoire de changement de nom? On se rend compte que dans beaucoup des grosses startups du Next 40, mais c'est vrai aussi des plus petites, il commence à y avoir un petit peu cette tendance à changer de nom. Alors là, tu viens d'expliquer pourquoi. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les méthodes ou comment est-ce qu'on fait pour changer de nom alors qu'on avait quand même déjà bien entendu parler de Lendix qui était bien installé. Typiquement, quand on a reçu Frédéric Mazzella, je crois qu'on lui a pas posé la question du on a mentionné le fait, on n'a pas tellement posé la question de covoiturage à Blablacar. Il y a eu aussi l'histoire de Malte l'année dernière, je crois, pour ce qui est la plateforme ou de prêt d'union avec United Credit.
Ouais, Tout à fait. absolument, on a aussi parlé avec eux. Donc on a quelques beaux exemples. Alors évidemment, très souvent, derrière, il y a un prétexte d'internationalisation, de globalisation, trouver un nom qui résonne un petit peu dans toutes les cultures. Mais quelles sont les méthodologies et qu'est-ce qui sont les ressorts un peu entrepreneuriaux autour de tout ça? Et est-ce que c'est facile à faire, même y compris sur le plan un petit peu émotionnel ou culture interne de l'entreprise par rapport à l'attachement de la marque? Alors, sur le plan émotionnel, honnêtement, ça n'a pas été difficile de ce point de vue-là, c'est pas le sujet. Mais changer de nom, il faut être très clair et très honnête, c'est un cauchemar. Et d'ailleurs, c'est fou, c'est complètement fou. Comme après, on a changé de nom il y a 1 an et demi, c'est fou comme après seulement quelques années, un premier nom peut être ancré et plus ancré que vous l'imaginez. Et aujourd'hui encore, des gens nous confondent ou me disent qu'ils ne connaissent pas October, mais se rappellent très bien de l'Endix, ou je reçois encore des messages de félicitations parce que j'ai changé d'entreprise. Donc c'est un enfer de changer de nom. Après, quand vous changez de nom aussi, c'est très compliqué de changer de nom. Déjà pour trouver un nom qui soit disponible du point de vue du droit des marques, disponible du point de vue du nom de domaine, qui est quand même important qu'on ait une entreprise dans la technologie. Et donc moralité, il faut avoir d'emblée une méthode assez draconienne et s'y tenir. On a même écrit plusieurs posts pour partager notre expérience avec d'autres entrepreneurs. Et dans le cas, on avait fait une liste de 5 critères importants et toutes les idées qu'on a eues, on les a passées au tamis de ces 5 critères et que de ces 5 critères. Parce qu'après, vous rentrez beaucoup, effectivement, là pour le coup, dans l'émotionnel sur le choix d'un nom. C'est comme le nom d'un enfant. Hein. C'est comme le nom d'un enfant, peut-être même pire, parce que le champ des possibles est encore plus large. On nous a proposé des noms complètement fous, mais il ne s'agit pas de dire j'aime pas, il s'agit de dire est-ce que ça correspond bien au cahier des charges que je me suis fixé. Par curiosité, c'est quoi les noms qui sont restés à la poubelle? Dans les noms, une grande agence de naming, comme on dit, nous avait proposé qu'on s'appelle Multiprise. Alors celui-là, on cherche toujours comment ils répondaient au cahier des charges, mais ils étaient très sérieux et ils nous incitaient vraiment à s'appeler Multiprise. J'en souris encore. J'ai beau réfléchir, j'arrive pas très bien à comprendre le contexte. Moi non plus, on est connecté. Je vois pas mal de points négatifs aussi à Multiprise. Enfin bref, comme vous en doutez, les doigts dans la prise, ça peut être dangereux. Ouais, exactement. Mais c'est marrant ce que tu dis, tu vois, je pense à Loïc Soubeyran de Ex-Luncher, hein, qui a transformé la boîte en Swile parce qu'aussi il y avait un business qui s'élargissait et du coup ça prenait également sens, et qui continue. Quand tu vois Swile sur LinkedIn, il y a toujours écrit entre parenthèses Ex-Luncher, donc ça prend du temps. Non, ça prend indéniablement du temps. Et puis là, il faut être honnête, hein, c'est pas non plus une marque qui fait le succès d'une entreprise, c'est ce qu'elle incarne au fil de l'eau. Néanmoins, il y a des noms plus ou moins pratiques. Je pense que effectivement, qu'on s'appelle covoiturage, pour reprendre l'exemple de Blablacar, et qu'on veut opérer dans je ne sais combien de dizaines de pays comme eux, c'est pas simple covoiturage. Donc voilà. Après, il y a des critères pratiques de savoir épeler un nom, de savoir le taper dans un domaine, qu'il n'ait pas de connotation négative dans toutes les langues dans lesquelles on opère, et d'autres, parce qu'il faut anticiper aussi. Pour Blablacar, il voulait un nom qui rebondisse dans la bouche des gens et qui les fasse marrer, pour citer Frédéric Mazella. Et du coup, je reviens juste. Très bien réussi. Ouais, tout à fait. Mais du coup, quand je parlais de Luncher qui est devenu Swile, c'est qu'à un moment, il y avait, alors c'est pas un pivot, mais il y avait une évolution du business model. October, l'Endix puis October, c'est à quel moment de la vie de l'entreprise? Non, alors c'est vraiment au moment de l'entrée aux Pays-Bas qu'on a changé. En fait, on était déjà présent dans 3 pays avec le nom Lendix, la France, l'Espagne et l'Italie. Et quand on est rentré aux Pays-Bas et qu'on devait ouvrir à peu près en même temps les Pays-Bas et l'Allemagne, là pour le coup, on s'est retrouvé avec des homonymes qui étaient vraiment trop proches, point de vue nom, et on nous confondait. Donc là, c'était devenu impératif de changer. Donc ce qui a été le déclencheur ultime, ça a été l'entrée aux Pays-Bas. Donc on est rentré aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas et Allemagne, on nous a toujours connus que sous le nom d'October, et c'est pour ces 2 pays-là qu'on s'est renommé. Tu parlais des pays, donc aujourd'hui, October, c'est une présence dans 5 pays. Pour donner quelques chiffres, c'est 450 millions prêtés aux entreprises, 51 millions d'euros de levée et 107 collaborateurs. Mes chiffres sont exacts. Complètement exact, tu es bien renseigné. Et quel est le chiffre que tu pourrais nous donner en plus ?
Alors le chiffre en plus, je vais vous donner quelque chose qui est pour nous assez excitant en ce moment, c'est le chiffre du nombre de prêts garantis par l'État qu'on est en train d'accorder, puisque forcément là tout le monde, je pense que tout le monde sait ce que c'est déjà en écoutant ce podcast, en tout cas tous les entrepreneurs, puisque sortie de confinement, c'est le grand cheval de bataille de tous les entrepreneurs, c'est de trouver des réserves de trésorerie, et les prêts garantis par l'État, c'est devenu effectivement une manne indispensable aux entrepreneurs, et on a eu la chance, on s'est battu pour ça, ceci dit, en tant que plateforme de prêt, pour avoir le droit de distribuer des prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, on est agréé dans 4 pays pour le faire, c'est-à-dire tous les pays dans lesquels on est, sauf l'Allemagne, malheureusement. Et là, on voit une demande qui est très forte et on est très fiers de pouvoir effectivement distribuer ces prêts garantis par l'État. Aujourd'hui, on a plus de 300 prêts, enfin, on a déjà accordé une centaine de prêts et on a 200 autres. Là, ça augmente très vite. Il faut savoir qu'on a lancé il y a à peine un mois. Il y en a 200 autres dans les tuyaux qu'on va accorder là dans les prochaines semaines. Voilà, ça c'est un chiffre qui illustre bien exactement ce qui se passe dans notre actualité. Alors, écoute Olivier, comme on a évoqué le PGE, c'est une très bonne transition pour rentrer nous dans notre rubrique qui a aussi un peu provoqué nous la création du podcast 40 nuances de Next, c'est de parler du monde qui affronte cette crise. Donc c'est la rubrique confiné mais pas confi jingle. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Et alors, à l'intérieur de ce monde confiné, tu as évoqué justement le PGE, et on a une question d'un de nos invités qui est sur ce sujet. Donc, je lance tout de suite ce petit jingle. Tu vas voir que tu auras quelques invités tout au long du podcast, et tu vas t'habituer à entendre cette sonnerie. Vous avez un message. Et voilà la question de notre ami Philippe Mabille, qui est le directeur de la rédaction du journal La Tribune. Bonjour Olivier, alors ma question porte sur la conjoncture très difficile actuellement pour les PME qui sont sous perfusion publique de l'État avec la garantie des prêts. Évidemment, on ne fait que gagner du temps, il faudra un jour rembourser. Une idée est évoquée, transformer les prêts garantis d'État en prêts participatifs par exemple, ou en quasi-fonds propres. Est-ce que cette idée, pour vous, a du sens ? Les banques ont l'air assez contre, la BPI aussi. Est-ce qu'on va partir vers un scénario de banque-industrie comme dans les années 80 ? Merci. Alors, en effet, la question de Philippe Mabille est une question qui anime beaucoup les débats en ce moment. En fait, transformer, pour reprendre son point, transformer les prêts en autre chose qu'en prêt me semble extrêmement compliqué, c'est-à-dire que ce n'est pas le contrat d'origine. Pour prendre juste l'exemple d'une plateforme comme October, quand on accorde en PGE, ça veut dire qu'on propose une société qui peut se financer sur notre plateforme et viennent pour financer ces entreprises, des particuliers, des investisseurs institutionnels. Ils viennent pour faire un prêt avec un deal très clair, très balisé sur le plan juridique. Pendant un an, ils savent qu'ils ne vont rien toucher, ni capital ni intérêt, et qu'ensuite l'entreprise va soit tout rembourser en bloc, soit décider de prolonger le prêt, et ils vont toucher tous les mois, tant que l'entreprise, bien sûr, peut rembourser leur capital et leurs intérêts. Dire à ceux qui sont venus avec ce contrat-là juridiquement, écoutez, on oublie tout, et aujourd'hui, c'est plus un prêt que vous allez avoir, c'est un prêt participatif, c'est du capital de l'entreprise, ça me semble juridiquement totalement impossible. Donc cette option-là, à mon avis, me semble une option assez théorique. Ce qui me semble plus réaliste en revanche, c'est qu'on voit de nouveaux mécanismes se développer, soit au niveau communauté européenne, Banque européenne d'investissement, ou au niveau français, des mécanismes complémentaires, c'est-à-dire des mécanismes où on donne des fonds propres ou quasi-fonds propres aux entreprises pour leur laisser du temps, qu'elles puissent rembourser leurs prêts, mais en même temps renforcer leurs fonds propres. Ça me semble plus réaliste. Mais en revanche, transformer les prêts en fonds propres, je ne vois pas juridiquement comment c'est faisable. Est-ce qu'il y a... Je vais juste compléter ça, Thomas. Excuse-moi, c'était juste la réalité dans ce qui est derrière la question de Philippe Mabille. C'est une question qui est finalement quand même un peu dramatique. C'est qu'on imagine bien que beaucoup d'entreprises ne pourront pas rembourser 25% de leur chiffre d'affaires parce que étalé sur 5 ans, c'est 5% du chiffre d'affaires, ou 4 ou 5% du chiffre d'affaires d'une petite entreprise pendant 58. Dans beaucoup de cas, c'est complètement impossible, j'imagine. Bien sûr. Alors, le point, c'est qu'il faut voir que tous les PGE, entre guillemets, ne sont pas transformés en dépenses. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont stocké du PGE par prudence.
On l'a vu Ouais, c'est notamment un bon dans point. l'univers dans l'univers des startups. Même les startups ont eu accès au PGE, mais dans l'univers des PME traditionnels, qui est vraiment l'univers d'October, bien sûr, ça a permis de passer un trou de trésorerie, mais quand nous on regarde aujourd'hui les relevés de compte, parce que c'est quelque chose qu'on regarde pour faire notre analyse crédit, on voit que les relevés de compte sont plutôt bien garnis aujourd'hui. Il y a de l'argent en caisse. C'est plus dans l'anticipation et pour sécuriser des éventuelles tensions qu'il y a eu ces PGE mis en place. Donc certains pourraient même les rembourser dès aujourd'hui en fait. Et il faut voir, c'est là où je pense c'est très compliqué, bien entendu, d'anticiper ce que va être demain dans la conjoncture actuelle, mais on voit dans certains métiers des mois de juin et juillet qui sont très bien repartis en termes de chiffre d'affaires. Si jamais tu devais prendre une boule de cristal, et c'est toujours compliqué de se projeter, et puis si on le réécoute après coup, tu auras forcément ou a priori tort, mais tu as une idée à peu près du taux de défaut d'entreprises qui ne pourront pas rembourser? Ouais, ça c'est vraiment j'oserais même pas me tenter l'exercice. C'est extrêmement compliqué. Mon point, c'est un peu comme quand on a eu le grand sauvetage des banques en 2008 par l'État. Tout le monde hurlait en disant que l'État avait mal utilisé ses deniers en sauvant les banques. Et finalement, quand on regarde avec le recul, cette injection de cash dans l'économie a non seulement sauvé les banques, mais a fait faire une bonne affaire financière à l'État. On peut espérer qu'avec le PGE aussi, c'est soit quelque chose de similaire qui se produit. Certes, l'État garantit 90% des prêts, donc il est prêt à prendre un risque financier énorme, mais il faut aussi se rappeler qu'il la facture, cette garantie. Donc si le risque ne se matérialise pas, peut-être que l'État aura finalement bien gagné sa vie sur le sujet et donc aura pleinement joué son rôle d'acteur économique qui vient à un moment donné de donner de la confiance quand le reste des acteurs n'en ont pas et ne sont pas prêts à mettre leur argent s'il n'y a pas une contre-garantie. Voilà, donc mais très difficile de répondre. Excusez-moi, je t'interrompais, mais je me disais que toi, c'est doublement intéressant pour nous. Tu es à la fois un spécialiste du crédit, du marché de la finance et des fintech, et en plus, tu es aussi international, enfin global avec October. Et donc, est-ce que tu as un regard là-dessus sur aussi les autres gouvernements, les autres interventions d'État que tu as pu observer? Est-ce que la France est bien en retard, en avance, plus pertinent, plus technique? Ce qui nous permettra après plus globalement de parler d'ailleurs du marché de la finance et des fintech, mais déjà du point de vue de l'intervention publique sur ce marché financier. Ah mais oui, non, alors ça je pourrais faire un podcast entier sur le sujet. Le point, c'est que la crise du Covid, nos 5 pays européens, donc je les rappelle, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne, se ressemblaient quand même pas mal. Il n'y avait pas des énormes différences, bien sûr, chacun a sa culture, chacun a ses études locales, mais grosso modo, c'était plus ou moins la même chose. Aujourd'hui, c'est des marchés totalement différents et les réponses à la crise ont été totalement différentes. Vu de l'extérieur, on dit tiens, c'est des PGE, donc tout se ressemble, tout le monde a pris les mêmes mesures, mais dans les détails pratiques, c'est le jour et la nuit. Je vais vous prendre 2 exemples ou 3 exemples si vous voulez. Le premier, c'est la France. Premier exemple, la France. La France, franchement, c'est à réinventer le repas gratuit, le free lunch, comme disent les Anglais, pour les entrepreneurs. Quand on y pense aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent emprunter de l'argent quasi gratuitement, on parle de 0,25%, quel coût de la garantie, sans frais de dossier, jusqu'à 25% de leur chiffre d'affaires, on ne demande aucune garantie personnelle, rien. Quelque part, on n'a même pas demandé aux actionnaires de faire le travail, de venir renflouer les entreprises, tout de suite on a demandé aux banques garanties par l'État de le faire. Donc franchement, c'est le meilleur terrain de jeu pour les entrepreneurs qui existe en Europe. Juste pour vous comparer ça avec la situation hollandaise, là où vous payez 0,25 vos taux en France, en Hollande, vous allez payer jusqu'à 4 ou 5%. Donc, vous voyez la différence de coût. Et puis, deuxièmement, on ne va pas vous garantir à 90, mais on va vous garantir à 70. Et puis, troisièmement, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on ne veut pas que vous preniez des PGE que vous n'avez pas l'intention de rembourser, on veut éviter tous les comportements déviants, eh bien, on vous demande d'être garanti à titre personnel à hauteur de 25% de votre patrimoine personnel. Donc, vous voyez deux réactions qui sont totalement différentes. Et quand vous savez ça, vous comprenez les difficultés qu'il peut y avoir au sein de l'Eurogroupe quand nos ministres des Finances respectifs discutent entre eux et essayent de coordonner un plan commun au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont une vision du support à l'économie et de l'engagement du public et du privé qui sont radicalement différentes. Et puis si je prends le terrain qui est le plus favorable pour des acteurs comme October, aujourd'hui pour nous, c'est bien sûr pas les Pays-Bas, bien sûr pas la France. Il faut savoir qu'en France, on travaille à prix coûtant, donc on a
même pas le droit de marger quand on fait des PGE, ce qui en tant que tel n'est pas très grave. Là, on est dans une politique d'union face à une situation extraordinaire, mais il faut voir la différence, par exemple, avec l'Italie. L'Italie, quand on accorde en PGE à une entreprise, par exemple une entreprise qui nous devait 100 euros, je peux lui faire un PGE de 120 euros, et ces 120 euros lui dire, d'abord, vous en utilisez 100 pour me rembourser mon ancien prêt, et comme ça, moi, je vais transformer un prêt qui n'était pas garanti en un prêt qui est garanti par l'État, et vous gardez 20 euros de cash en plus pour votre trésorerie et vous aider à passer le cap. Et sur le tout, l'État italien m'autorise à marger comme d'habitude. Donc on est vraiment dans une situation qui est complètement favorable pour le coup là aux acteurs du financement. Et voilà. Et vu de l'extérieur, pourtant tout le monde dit c'est la même chose, c'est des PGE. Non, en fait, la réalité dans les détails est très différente. On a noté avec Olivier cette superbe punchline, la France a inventé le free lunch pour les entrepreneurs. Si on revient sur la France... Mais c'est très vrai. Et vous savez quoi, je vais juste vous partager une anecdote. Comme vous le savez, on est financé par différents fonds de capital investissement, de capital risque. Et il y a forcément beaucoup ont fait fleurir les groupes WhatsApp pendant le confinement. Et sur le groupe d'un de ces investisseurs, il y a des entrepreneurs, mes confrères, mes collègues, qui se plaignaient en disant « Oh, c'est dégueulasse, j'ai une banque, elle a essayé de me facturer 1000 euros de frais de dossier sur un PGE. » Puis je me dis « Mais 1000 euros alors que tu te finances à 0,25, que tu es une start-up qui perd de l'argent, c'est déjà un miracle que quelqu'un veuille te prêter du cash. Donc prends cet argent. » Et donc c'est marrant aussi, c'est-à-dire que on a même, je vois le message que je voudrais passer, je ne veux pas mettre tous mes confrères entrepreneurs à dos là, mais il faut juste qu'on ait conscience de la chance que l'on a d'avoir été soutenu comme ça, que ce soit par le chômage partiel ou par les prêts garantis par l'État en France. Franchement, on a été vernis de ce point de vue-là, et le chômage partiel qui était l'autre grande mesure de soutien de l'économie. Je peux vous dire qu'en Espagne, le chômage partiel, c'est pas du tout la même histoire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu de telles vagues de licenciements. Intéressant parce que je me disais que Olivier, comme tu es à la fois effectivement d'une certaine manière entrepreneur et banquier à la fois, tu peux prendre de temps en temps le point de vue des entrepreneurs dans la relation aux banques, et puis de temps en temps le point de vue du banquier dans la relation aux entrepreneurs. Exactement. Ce qui m'amenait peut-être à un sujet, mais je sais pas si je t'ai interrompu, Thomas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un peu le point de vue d'Olivier. Justement, on est dans cette période de crise, mais d'une manière plus générale, même si on dépasse un peu la crise. J'ai l'impression que le secteur de la finance tech, c'est-à-dire des fintech en France, est assez solide. On a déjà reçu nos amis de United Credit, Charles Egli et Geoffroy Guigou, et on voit qu'on a pas mal de belles entreprises dans la fintech. On aura d'ailleurs une question de Madinès sur le sujet, mais de manière un petit peu avant d'écouter cette question-là, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu as donné un point de vue de l'intervention des gouvernements, mais du point de vue des entrepreneurs, du coup, sur ce secteur financier, est-ce qu'on a une compétence particulière? Est-ce que tu trouves qu'on est plutôt bon? Ou est-ce que finalement c'est plus parce que voilà, moi j'y connais rien, et finalement ils sont bien meilleurs dans d'autres pays? On a évidemment des très beaux exemples en Allemagne, dans les néobanques, et en Angleterre aussi. Alors, au niveau Europe continentale, je pense que la France tire très bien son épingle du jeu. C'est vrai qu'il y a de très beaux exemples de belles fintech en Allemagne et aux Pays-Bas. Quand on prend des ADN aux Pays-Bas, par exemple, dans le paiement, c'est une société absolument formidable, à la fois en termes de valorisation, puisque c'est souvent en critère, mais encore plus important de chiffre d'affaires et de rentabilité. Donc là, on voit des très beaux exemples, bien plus gros que ceux que l'on peut voir en France aujourd'hui. Donc on est bons élèves de la classe, mais on est, je pense, pas les meilleurs. Et par rapport au UK, malheureusement, il faut reconnaître qu'on est en retard par rapport au UK. Franchement, ils ont dans les différents secteurs, ils sont partis beaucoup plus tôt que nous. Alors après, on a l'espoir aussi de les rattraper quand on aura leur âge, parce qu'on est encore tout jeune. Ils ont plutôt le double de nos âges. Donc on peut espérer que dans 5 ans, vu d'aujourd'hui, on réussisse à créer des vraies entreprises de cette taille-là. Je reviens juste, sur les PGE. Je crois que tu avais rebondi dans les médias en évoquant une certaine forme de concurrence de l'État. Alors, pas de l'État, c'est-à-dire que non, l'État ne nous fait pas concurrence, mais ce que tu as peut-être vu dans les médias, ce que je disais, c'était avant, parce qu'en fait, les PGE, il faut voir qu'ils sont passés en 2 temps. D'abord, il y a eu un premier temps où seules les banques ont été autorisées à distribuer des PGE. Et pas les plateformes de prêt comme nous. Donc là où on s'est retrouvé effectivement, on s'est retrouvé spectateur du match. C'est-à-dire qu'il y a une époque, c'est vraiment comme si October était un supermarché et que l'État décidait de distribuer, notamment en France, de la nourriture gratuite dans la rue. Et là, effectivement, personne rentre dans ton magasin. C'est logique, on n'a pas fait de prêt pendant tout le moment du confinement où on n'a pas été autorisé à distribuer des PGE parce que personne n'avait envie d'aller prendre des prêts
qui coûtaient En un plus, prix de bien marché sûr. quand il y avait des prêts gratuits à côté. Et ça se négocie comment, c'est en coulisses du coup? En coulisses, là, c'est directement prendre son téléphone et appeler Bercy et dire à Bercy, écoutez, voilà, si on veut pas tuer le secteur des plateformes de prêt, il faut nous autoriser à accorder et distribuer des prêts garantis par l'État. On avait déjà, au moment où on a été, par exemple, autorisé en France, on était déjà autorisé en Italie et aux Pays-Bas. Voilà, c'était un des arguments qu'on a fait valoir auprès de Bercy en disant, voilà, d'autres pays commencent à nous agréer, il faut nous agréer. Et là, je veux les remercier parce que certes, les entrepreneurs ont bossé comme des fous pendant ce confinement, mais il faut savoir aussi que ceux qui nous gouvernent au quotidien ont bossé. Enfin, le PGE, on l'a mis en place avec des échanges par Bercy. Je me rappelle tous les ponts de mai. Tour férié, on travaillait, on faisait des calls avec eux, on montait les contrats, on écrivait les amendements. Enfin, c'était un boulot non-stop qui n'aurait pas pu se faire avec une super collaboration publique-privée. Je propose de revenir peut-être sur la question de Madines que j'annonçais tout à l'heure, parce qu'on était aussi sur cette question du marché des fintech en France et en Europe. Donc, petit jingle. Vous avez un message. Bonjour Olivier, voici ma question. Shine a récemment annoncé avoir été racheté par Société Générale. C'est la dernière fintech d'une longue série qui se rapproche d'un grand groupe pour continuer son activité. Est-ce que les fintechs ont aujourd'hui vraiment les moyens d'être indépendantes et comment est-ce que ça se passe pour October à ce niveau-là? On pense aussi à Payplug, racheté par Natixis il y a quelques temps. On peut penser à Nickel, racheté par BNP. Et pour reprendre notre running gag, comme à chaque fois que la question t'est posée, il y a Olivier, j'ai l'impression que la question m'est posée à moi. Si tu veux répondre d'abord, je t'en prie. Pour la 100e, Olivier, je te ferai un 40 nuances de Next juste pour toi. Ah, j'aimerais bien avoir mon podcast un jour. Mais c'est aussi parce que j'étais moi-même un business angel chez Shine, donc je dois dire qu'on est quelques investisseurs assez satisfaits, puisque c'est une entreprise qui a été lancée en 2017, revendue en 2020. Donc en termes de rendement, du point de vue de l'investisseur et des business angels, évidemment, ça a été un cycle très rapide et une belle croissance opérée par l'équipe emmenée par Nicolas Rebout avec brio. Mais je te laisse répondre, Olivier. Non, mais effectivement, c'est marrant parce que j'ai bien vu, entre guillemets, la sorte de polémique qu'il y a eu autour du rachat de Shine, c'est-à-dire que beaucoup se sont dit, voilà, les entrepreneurs ne vont pas assez loin, ne poussent pas assez loin. S'ils tenaient la bonne idée, fallait durer plus longtemps que 3 ans. Je pense que moi je le vois plutôt comme, alors c'est peut-être mon côté éternellement optimiste, mais comme le signe d'un écosystème mature, c'est-à-dire qu'il faut des entreprises qui se cèdent tôt, il faut des entrepreneurs qui poussent plus loin, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, il faut des Xavier Niel qui n'ont jamais vendu leurs entreprises et qui la vendront probablement jamais. Il faut de tout pour faire un écosystème. Donc il y a pas, pour moi, il y a pas du tout. C'est pas parce que Shine contre Nickel ou d'autres se vendent, ça correspond à la volonté de la majorité de ceux qui dirigent cette entreprise et la possèdent à un moment donné. C'est absolument pas un signe qu'une entreprise peut pas se développer de manière indépendante à côté. Et c'est quoi le parcours Olivier Goy avec October? S'il fallait choisir entre un je vends hors tôt, c'est forcément pas tôt parce que ça fait déjà quelques années, mais c'est des choses, j'imagine, auxquelles on pense. Alors c'est marrant parce que en fait je n'ai jamais fait d'autre dans ma vie qu'être entrepreneur. Quasiment, j'ai travaillé 9 mois pour un patron au sens strict. C'était Partech en l'occurrence, en fonds de capital risque. Et après j'ai commencé à être entrepreneur dès l'âge de 26 ans. Et c'est marrant parce qu'on est au mois de juillet, on enregistre là au mois de juillet, et j'ai fêté ce mois-ci les 20 ans de ma précédente société qui n'a jamais été vendue du tout. Pourtant, tu sais que quand je l'ai créée à 26 ans, je pensais qu'il y a une seule chose, j'avais cette obsession de tout jeune créateur d'entreprise, la revendre vite. Et en fait, on l'a jamais revendue et c'est pas du tout un malheur de ne pas la revendre. On peut faire des belles entreprises rentables dans la durée. Et je sais apprécier aussi le fait que quand on entreprend dans la durée, en fait, il y a la vertu de ce que l'on crée, de la marque, de la réputation qui facilite énormément les choses du moment qu'on s'endort pas et qu'on a toujours un esprit d'innovateur. Donc pour moi, peut-être. Oui. Ce que je voulais peut-être préciser, c'est juste parce que après on touche un public un peu plus large que uniquement les entrepreneurs des startups françaises. Et je rappelle qu'effectivement très souvent on nous interpelle en tant que start-upper pour dire qu'on revend trop vite. C'est ce que tu disais sur Shine, ça peut être dit à d'autres moments. Mais je rappelle quand même qu'on a des fonds de capital risque au capital, c'est-à-dire que souvent dans cette économie-là, la croissance est financée par l'augmentation de capital et l'apport de fonds propres.
jusqu'à ce que l'entreprise finisse par devenir rentable. Et donc, on a aussi des fonds de capital risque qui eux-mêmes ont envie de revendre à un moment donné et donc de réaliser une plus-value. Donc, c'est aussi parce qu'on est dans ce modèle-là de croissance qu'on peut revendre, ce qui n'est pas obligatoire parce qu'il y a effectivement d'autres sorties possibles pour ces investisseurs. Par exemple, l'introduction en bourse, comme tu disais pour Xavier Niel et Iliad qui est coté en bourse, ou alors ça peut être aussi parfois par des fonds qui eux-mêmes rachètent les fonds d'investissement de la génération précédente. Je parle de ces hypothèses-là pour faire un petit peu le moment pédagogique de ton podcast. Et ça peut être intéressant du coup que toi-même... Oui, pardon, vas-y. Non, je voulais compléter ta réponse. C'est évident effectivement que les fonds ont un horizon de sortie, donc il faut à un moment leur donner, leur procurer une sortie, mais que la cession est loin d'être la seule option. Sur ma précédente aventure entrepreneuriale, j'avais 2 fonds au capital dès le premier jour, J égale 0. Bien évidemment, ils n'auraient pas souhaité rester 20 ans au capital de l'entreprise. On leur a trouvé des portes de sortie, et il y en a une qui existe en plus de celle que tu as évoquée, qui est les opérations de rachat par le management, ce qu'on appelle de LBO, de leverage buyout, pour faire un peu de pédagogie encore, c'est-à-dire tout simplement de s'endetter pour racheter ses actionnaires. Bien sûr, ça suppose que l'entreprise soit rentable, mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors, on entend à la fois, pour rester dans les débats de l'écosystème, et que des fois on veut vendre trop vite, et on entend aussi qu'on a beaucoup de mal à vendre en France. Alors, ce qu'il a, et pour le coup, là, j'adhère à 100% à ce constat, ce qui est vrai aussi. C'est-à-dire que quand on regarde le prix moyen des cessions sur des entreprises de technologie en France, et on peut même élargir en Europe continentale par rapport effectivement au continent nord-américain, effectivement, on a des prix de cession moyens qui sont assez faibles. Et c'est là, alors sur Shine, je ne sais pas si, et je pense pas qu'Olivier ait le droit de confirmer, il y a un chiffre de 100 millions d'euros qui a circulé. C'est un très joli chiffre, bien au-delà de la moyenne du prix de cession des entreprises de technologie françaises. Ce que je trouve en tout cas le bon signe dans l'histoire de Shine, où ça avait été le cas avec le compte Nickel, avec la BNP, c'est qu'on voit quand même là des grandes banques françaises qui se portent acquéreuses. Et je trouve ça plutôt positif parce qu'effectivement c'est une façon de montrer maintenant aujourd'hui que peut-être elles ont été trop lentes dans leur capacité d'innovation en interne et que du coup elles opèrent aussi leur transformation par acquisition. Et après pour moi le challenge, le défi de ces grands corporate ou industriels ou banquiers qui font des acquisitions, c'est d'arriver à ne pas avoir le syndrome que Ronan Lemoyle, qui était le directeur général d'Arkea, appelait le syndrome de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'il faut pas que le gros tue la start-up une fois qu'il l'a acquise, parce que c'est quand même un des gros problèmes, notamment dans les acquisitions en France, pas seulement dans les fintech, c'est que l'esprit entrepreneurial est parfois tué. Les entrepreneurs, évidemment, ils partent assez vite avec un chèque, et parfois ils renoncent même à leurs earn-out et au paiement suivant dans les années qui suivent l'acquisition, parce qu'effectivement l'esprit entrepreneurial est un peu étouffé à l'intérieur des grands groupes, et ça c'est bon, c'est pas une problématique qui concerne October, mais il faut rester vigilant là-dessus. C'est vrai, et en même temps, il y a des exemples où ça se passe bien dans la fintech. Je pense que l'intégration, par exemple, de compte Nickel chez BNP, encore une fois, je suis pas dans l'intimité de la transaction, mais elle a l'air de bien se passer quand on voit l'évolution du nombre de clients, ou qu'on voit que compte Nickel a effectivement gardé sa marque et a continué de se développer sur le plan géographique. Ils viennent de lancer l'Espagne, par exemple, qui était sur leur plan de marche, et ils l'ont fait. Quand on est une fintech, on peut vendre qu'à une banque? Non, je sais pas forcément. je suis pas un grand connaisseur, et à vous entendre, j'ai le sentiment qu'on va plutôt vers ça. Ce sont les acheteurs logiques, bien évidemment, mais c'est loin d'être les seuls acteurs. Un mot, on aimerait évidemment passer au monde d'après et parler du futur avec toi, Olivier, mais peut-être un dernier mot sur le marché. Il représente quoi aujourd'hui? Alors, quel marché, excuse-moi? Celui du prêt aux entreprises par des acteurs comme vous. Alors, nous, on est dans un marché qui est de taille très importante, puisque il faut, pour donner quelques chiffres, le marché du prêt aux TPE, PME, c'est à peu près 100 milliards d'euros par an en France uniquement. C'est à peu près la même chose dans les grands marchés de type
de type Allemagne et un petit peu moins dans les marchés de type Espagne, Italie et sensiblement moins effectivement sur les Pays-Bas qui sont un plus petits pays. Ça, c'est l'ensemble de ce qui est financé par l'ensemble des acteurs de type banque. Bien évidemment, la part des plateformes est infinitésimale sur ce sujet-là. De la même manière, d'ailleurs, c'est assez marrant que c'est un marché très fragmenté, même au sein des acteurs traditionnels. C'est-à-dire, il n'y a pas un acteur qui possède 50 ou 60% du marché. C'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Alors, je ne parle même pas de l'Allemagne, où vous avez 1500 banques en Allemagne, et la part de marché de la plus importante doit être de quelques pourcents. Le marché est un peu plus concentré dans les pays comme la France, mais ça reste quand même des marchés extrêmement éclatés, ce qui est d'ailleurs assez intéressant, puisque vous pouvez créer des gros acteurs sans être obligatoirement le numéro 1 du marché. Eh bien, on enchaîne tout de suite, on va parler du marché, mais du marché d'après, après ce jingle. I have a dream. On peut pas faire 40 nuances de Next avec les acteurs du Next 40 sans parler du Next, de l'après, de ce monde qui vient. Olivier, peut-être il y a évidemment plein de sujets sur l'après, mais à commencer par ton marché, est-ce que tu penses que le prêt aux entreprises aura un autre visage dans 5, 10, 15 ans, 20 ans? Alors, je vais me projeter moins loin que ça de manière plus pragmatique, si je peux me permettre. Je vais parler du marché du prêt à la rentrée. En fait, ce qui est paradoxalement intéressant pour nous dans cette crise, paradoxalement, parce qu'une crise, on a toujours pensé que c'est plutôt pour parler un peu trivialement, des emmerdes avant d'être des sources de réjouissance, c'est qu'on n'est pas quand même passé, il faut avoir conscience, avant ce confinement, dans un marché où trouver un financement était simple. C'est-à-dire que quand vous étiez une PME, l'air de rien, les banques, non seulement vous finançaient à des taux très bas, ça tout le monde l'a vu, mais en plus vous finançaient avec un appétit très fort. Et ça, on le voit pas forcément. Alors c'est toujours pénible le process d'emprunter de l'argent auprès d'une banque, c'est long, c'est aléatoire, les process sont pas toujours très lisibles pour l'emprunteur, mais néanmoins ça se faisait, vous frappiez un peu à n'importe quelle porte, vous étiez sûr de trouver un financement. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que ça devient très compliqué de savoir à quelle porte il faut frapper. C'est-à-dire que l'appétit des acteurs varie énormément en fonction du moment, ce qui n'était pas le cas avant. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, vous êtes un hôtelier. L'hôtellerie, c'est un secteur sur lequel tout le monde s'excitait avant la crise du Covid. C'est-à-dire que vous vouliez acheter un hôtel, vous aviez des dizaines d'offres de financement sur la table. Aujourd'hui, dans certaines banques, c'est devenu carrément des secteurs bannis. C'est-à-dire que vous êtes en prospect, on ne prend plus de prospects dans le secteur de l'hôtellerie. Donc la complexité aujourd'hui pour l'entrepreneur, ça va être de savoir à quelle porte frapper. Et c'est en trompe-l'œil parce qu'il a l'impression avec le PGE que tout était simple et tout était facile. Oui, ça a été simple en temps. Mais d'ailleurs, il y a eu une étude très intéressante de la BCE qui est sortie hier, qui montre clairement qu'il va y avoir une rentrée très difficile avec des appétits qui sont clairement amputés une fois que les mécanismes de garantie par l'État vont commencer à se ralentir. Donc pour nous, c'est une opportunité extraordinaire parce que le métier d'October, précisément, c'est de simplifier la vie des entrepreneurs quand ils veulent emprunter de l'argent. Donc, simplifier quelque chose qui est simple, c'est une mission quasi impossible, alors que simplifier une chose complexe, au contraire, notre valeur, elle joue à plein. Et c'est pour ça qu'à la rentrée, on va faire... En quoi consiste la simplification? Je fais attention à ce qu'on soit pas trop marketing, que tu expliques, que ce soit pas juste... Bien sûr. Est-ce que ça veut dire moins de paperasserie? Est-ce que ça veut dire une façon pour vous de scorer ou d'évaluer le risque qui est plus rapide? Ou est-ce que c'est autre chose encore dans les mécaniques financières? Alors, tu as raison que je vais aller au-delà de la promesse marketing et te donner juste un exemple qu'on a tous vécu. Tu es client d'une banque depuis 10 ans en tant qu'entreprise. Tous les ans, pour des raisons qu'on appelle de KYC, de Know Your Customer, on te demande tes liasses fiscales parce que c'est une obligation légale. Et pourtant, chaque fois que tu vas emprunter de l'argent, on te les redemande. Alors que tu les as donnés parfois quelques semaines, quelques mois avant. Mais par exemple, les banques ne savent pas capitaliser aujourd'hui sur la donnée qui est accumulée, la donnée financière qui est accumulée auprès des entreprises. Nous, une des promesses, c'est que quand tu viens demander un prêt sur October, d'abord les liasses fiscales, si on peut les trouver en les achetant auprès du registre du commerce et des sociétés, on ne va pas te les demander, on va les acheter tout simplement. On ne va pas te demander un document qu'on peut se procurer par nous-mêmes. De la même manière qu'on ne va pas te demander ton cabis, parce que personne n'a jamais de cabis sur soi, surtout de moins de 3 mois, alors que le cabis, ça s'achète pour quelques euros de manière très simple et automatisée en ligne quand tu es une plateforme comme October. Donc le sujet, c'est l'expérience utilisateur.
C'est l'expansion Alors, sociale, mais c'est pas que ça, parce que ça va au-delà de ça, et c'est les annonces qu'on va faire à la rentrée, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir savoir qui sont les investisseurs qui ont des poches disponibles pour prêter. Et nous, notre métier en tant que professionnel, c'est de savoir que peut-être le Fonds européen d'investissement, peut-être la BPI, qui sont des prêteurs sur October, peut-être les assureurs, CNP Assurance, Groupama, qui prêtent également sur October, ont un appétit pour placer leur argent sur certaines typologies de dossiers. Et donc, si tu viens chez nous, on va t'orienter tout de suite vers ceux qui ont de l'appétit plutôt que toi te laisser chercher en tant qu'entrepreneur, ce qui n'est pas ton métier, la poche adéquate de financement. Je reviens juste sur... Je vais préciser, c'est pour faire parfois, on devrait se faire un petit jingle pour ça, c'est le maître Capello de la startup, parce qu'on a parlé de KYC, Know Your Customer, que d'ailleurs tu as explicité, Olivier, je te remercie. C'est pour expliquer qu'on est dans une réglementation d'ailleurs européenne de la finance et aussi du monde assurantiel, donc qui est tout à fait importante. Donc très souvent d'ailleurs les banquiers s'en plaignent, on a beaucoup effectivement de paperwork, de paperasserie, etc. Mais il y a quand même une raison à tout ça. C'est aussi notamment il y a des raisons prudentielles et puis après il y a des raisons également de lutte contre le blanchiment d'argent, donc qui sont très importantes et auxquelles toutes les plateformes sont soumises comme les banques. Il s'agit vraiment d'identifier qui sont les vendeurs, qui sont les prêteurs, qui sont les emprunteurs, etc. et de savoir où va l'argent et de pas pouvoir donner un RIB de manière anonyme, ce qui serait évidemment le propre d'un marché noir du blanchiment. Bien sûr. Alors, pour être très clair et me permettre de renforcer sur ton point, je ne dis pas qu'il faut faire sauter ces contrôles du tout. Ce n'est pas le sens de mon propos. Je dis simplement que ces contrôles sont bien sûr faits avec la même rigueur dans les fintechs, dans les acteurs traditionnels. Mais simplement, il n'y a souvent pas de synergie entre ces contrôles qui sont faits et le côté business, ce qui est dommage, parce que quand on a demandé à quelqu'un une copie de sa pièce d'identité pour, par exemple, pour vérifier que c'est bien la bonne personne il y a un mois, c'est dommage de lui redemander un mois plus tard. Il suffirait de la stocker de manière intelligente, mais aujourd'hui il y a un cloisonnement des services qui rend, par exemple, l'échange d'informations pas toujours très simple, ce qui là est une vraie perte d'efficacité. D'autre part, dans les contrôles qui sont aujourd'hui, et ça c'est un sujet qui me passionne aussi, la fraude, dans les contrôles qui sont imposés par le régulateur, ils sont tous importants, mais ils ne sont pas suffisants. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut mener des contrôles complémentaires que moi je ne vois pas comme des contraintes parce qu'on peut les faire sans déranger le client et qui nous permettent de lutter contre la fraude. Et c'est quand même le but ultime. Justement, Olivier, vous devez voir des types de fraudes assez récurrentes ou au contraire très ingénieuses, très innovantes. Est-ce que tu peux en partager quelques-unes ? Alors, je vais rester très modeste par rapport à la fraude, parce qu'il y a bien sûr des fraudes récurrentes, mais il y a beaucoup d'innovation dans la fraude aussi. Je pense que les meilleurs entrepreneurs seraient recrutés du côté des fraudeurs. Il y a malheureusement des gens qui ne mettent pas leur intelligence au service de la bonne cause. Et la lutte contre la fraude, chez nous, ça mobilise vraiment les meilleurs cerveaux pour lutter en permanence contre ces demandes-là. Pas plus tard que la semaine, enfin 15 jours, on a par exemple stopper une fraude sur une société espagnole qui essayait d'emprunter plusieurs millions d'euros chez nous, une société qui était en apparence très belle avec un chiffre d'affaires qui se comptait au-delà de 100 millions d'euros, qui avait elle-même levé plusieurs dizaines de millions d'euros de dettes d'acteurs extrêmement établis. Mais là aussi, on en revient au fameux KYC, puisqu'il s'était arrêté au KYC strict que demandait le régulateur et n'avait pas fait un certain nombre de vérifications que j'aurais pas forcément envie de donner ici à l'antenne parce que c'est un peu nos secrets de fabrique. Nous, on a détecté la fraude littéralement grâce à la technologie sans rencontrer l'entreprise en l'espace de quelques minutes. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des choses que la FinTech permet de faire. Donc on parle de simplifier, c'est un message qui va bien au-delà du marketing. C'est bien de temps en temps qu'on soit un petit peu technique et d'ailleurs on pourrait aussi d'une manière plus générale t'interrompre de temps en temps pour passer d'un truc à l'autre, mais là je trouvais que c'était passionnant, donc je te remercie. Et d'une manière plus générale, je me posais la question sur le monde d'après. En fait, toi tu le connais en tant qu'observateur aussi, peut-être sur des secteurs différents, etc. Et ça m'intéresserait de voir comment tu vois ce monde, toi en tant que du coup entrepreneur d'une certaine manière, même pour avoir un point de vue plus personnel d'ailleurs là-dessus, même si on gardera à la fin de ton podcast du temps pour parler de toi en tant qu'être humain derrière l'entrepreneur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est je trouve ton poste d'observation multisectoriel. Est-ce que tu as un regard sur ce monde d'après, comment il va évoluer, comment est-ce qu'il va être financé?
et est-ce que ça te permet, avec l'analyse du risque et le regard chiffré sur les dossiers que vous avez, vous, d'avoir un commentaire un peu plus sociétal ou sociologique? Alors, je pense que le commentaire sur le monde d'après, c'est que on a tous été très très pessimistes à l'entrée dans le confinement, avec une vision souvent apocalyptique généralisée, et on s'aperçoit finalement que le rebond se passe plutôt assez rapidement, surprend dans pas mal de secteurs. Le commentaire en revanche, c'est qu'il y a vraiment des secteurs qui sont touchés de manière apocalyptique. Et pour qui vivre dans cette incertitude, l'incertitude, quelque part, c'est le propre des entrepreneurs, naviguer dans l'incertitude. Donc, on peut. Il y en a un peu plus que d'habitude, certes, mais voilà, c'est la vie. On n'a pas obligé de tout planifier 10 ans à l'avance. Néanmoins, il y a des secteurs. Ça reste durablement, et aujourd'hui je ne vois pas de perspective de sortie claire. On prend le secteur de l'événementiel, le secteur de l'aérien, le secteur, tous ceux qui sont amenés à aller, aujourd'hui vous avez des magasins de type Duty Free, je pense que c'est compliqué de voir une perspective et une date de sortie de tout ça de la même manière quand vous êtes organisateur de concerts ou d'événements pour des entreprises. C'est aussi très compliqué de naviguer. Et là, c'est plus de l'incertitude. Là, c'est le noir total. Voilà. Donc ça, et là-dessus, pour le coup, j'ai aucune vision de comment ça va pouvoir rebondir. Donc, j'aimerais pas du tout effectivement être à la place de ces entrepreneurs-là qui ont à gérer un stress maximum. Olivier, ce confinement a aussi remis ou poussé encore un peu plus sur la table la question de vivre demain dans un monde plus durable, plus écologique. On l'a encore vu aux dernières élections municipales malgré le taux d'abstention. Est-ce que la finance peut accompagner cette transition et voilà, quel est ton regard sur ce sujet ? Bien sûr, une finance plus responsable. De toute façon, c'est un mouvement qui était enclenché bien avant la crise du Covid et qui ne fait que s'accélérer. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais ceux qui prêtent sur October, c'est principalement deux catégories d'investisseurs, des investisseurs particuliers et des investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, il n'y a pas un investisseur institutionnel qui ne vous pose pas les questions d'environnement, de sociétal, de gouvernance. Donc tous les critères ESG sont complètement pris en compte dans leur prise de décision. Quel est l'impact qu'on peut avoir et qu'on doit avoir sur les entreprises que l'on finance. On est même passé de manière assez intéressante, pour reprendre le commentaire d'Olivier tout à l'heure, d'une phase où c'était un peu du marketing et de la communication à une phase où on veut que ce soit plus que ça et que ça se traduise dans les faits par de l'efficacité. Donc c'est ça, on ne peut tous que s'en réjouir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'emprunter quand on a un impact. Exactement. Et ça va surtout devenir très compliqué d'emprunter quand on s'en moque complètement. Mais du coup, à quel moment vous pouvez, en tant qu'October, prendre en compte ce critère et comment est-ce qu'il peut apparaître dans une grille d'évaluation d'un projet au moment de donner un go ou un no-go sur un crédit? Bien sûr, par exemple, il y a plein de moyens, tout en sachant que nous, on est des prêteurs, on n'est pas des actionnaires des entreprises. Donc notre impact, par exemple, sur la gouvernance est très limité. De la même manière que demander à quelqu'un qui opère une boulangerie avec 3 salariés, où c'est peut-être le mari, la femme et un de leurs enfants, la gouvernance, voilà, on peut se poser la question de quel est le vrai impact sur la gouvernance. En revanche, quand on fait un traitement automatique, par exemple, on s'appuie beaucoup dans notre analyse crédit sur les flux bancaires. C'est une manière, on peut mesurer très facilement, par exemple, si cette entreprise, elle respecte ou pas ses salariés et ses fournisseurs. Ça veut dire quoi? Respecter ses salariés et ses fournisseurs, ça veut dire payer les salaires à temps et payer les fournisseurs dans les bons délais. Ça, on peut complètement industrialiser, par exemple, la mesure de cela et s'apercevoir qu'on n'a peut-être pas envie de financer une entreprise qui paye systématiquement tous ses salariés et tous ses fournisseurs en retard parce que c'est pas une entreprise qui a un comportement qui nous semble adapté.
Eh bien, il est temps maintenant de passer sur le canapé avec toi, Olivier Goy. Je rappelle pour nos auditeurs qui ont eu plaisir à découvrir tes aventures avec October, qu'on va s'intéresser à ce qui a fait la réussite de l'entreprise. C'est d'abord un homme, des hommes, mais en l'occurrence, on va s'intéresser à toi dans une seconde partie de ce podcast. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques instants pour la partie 2, Olivier Goy sur le canapé. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.